Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi en partenariat avec La Tribune. Marie Lyon, rédactrice en chef adjointe de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes, est là pour m'accompagner. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant pour l'interview. Mais d'abord, l'info de la semaine dans Lyon Business. Avec Lyon qui a été désignée cette semaine la ville la plus économiquement attractive en France, hors Paris. Elle arrive en tête des métropoles de plus d'1 million d'habitants dans le baromètre Arthur Lloyd dévoilé ce lundi. Lyon arrivait aussi en tête des métropoles ayant le meilleur marché tertiaire et qui accueille le mieux ses entreprises. Nous sommes en revanche devancés cette année par Aix-Marseille en ce qui concerne la qualité de vie et par Toulouse dans la catégorie connectivité, capital humain et innovation. Voilà pour l'info de la semaine. Tout de suite, c'est l'invité de Lyon Business. Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un peu plus d'un an maintenant, en septembre 2020, vous avez lancé la Banque de la Transition énergétique. On en a déjà parlé dans cette émission avec Marie. En gros, l'argent des épargnants va dans des projets de transition énergétique. Vous avez déjà financé plus de 70 projets, une enveloppe de plus de 100 millions d'euros. Diriez-vous, après un peu plus d'un an, que c'est un succès ? Alors déjà, je constate que vous connaissez tous les chiffres de la Banque de la Transition énergétique et je m'en félicite. Objectivement, au bout d'un an, pratiquement 2 ans, parce qu'en réalité, on a créé la marque en 2019 et on a lancé la BTE donc l'année dernière et objectivement, tous les voyants sont ouverts. Je pense qu'on a même été au-delà de ce que nous avions anticipé et en nombre de projets, mais au-delà du nombre de projets, je pense que déjà, il y a une vraie adhérence, une vraie adhésion de nos collaborateurs. Donc je n'imaginais pas qu'il y aurait une telle appétence de nos collaborateurs à tous les sujets autour des sujets qui touchent à la transition énergétique. Et puis aussi, par rapport aux différents écosystèmes, on a vu que l'initiative que nous avions lancée avait eu un écho très positif au cœur des différents écosystèmes sur l'ensemble de la région. Donc oui, un bilan objectivement très positif. On va revenir en quelques mots sur les chiffres dans quelques instants, mais c'était aussi un double pari finalement de lancer une banque de la transition énergétique dédiée à l'épargne verte, mais aussi en pleine crise sanitaire. Est-ce que le climat était quelque part plus favorable ou en tout cas prêt à ce type d'initiative ? En fait, je ne sais pas s'il était plus favorable, mais ce qui est sûr, c'est que nous l'avions préparé déjà depuis un an. C'est pour ça que j'ai précisé que la marque, on l'avait créée en 2019 et on a tout préparé en réalité depuis un an. Et on l'a lancé parce que tout était prêt. Il se trouve qu'effectivement, la crise sanitaire a peut-être donné une résonance particulière à la Banque de la Transition énergétique. Mais objectivement, on peut aussi retourner l'argument en disant, mais en pleine crise sanitaire, est-ce qu'il est logique et opportun de lancer une BTE ? Et on l'a fait parce que on avait travaillé pendant plus d'1 an sur le sujet et que tout était structuré pour que ça soit une belle réussite dès le départ. Cette banque de la transition énergétique, elle vous est venue comment l'idée ? Pourquoi avoir eu envie de créer cela ? En fait, l'idée nous est venue en discutant régulièrement avec celui qui en est le patron, Pierre-Henri Grenier. Pierre-Henri Grenier est quelqu'un qui est très attaché à ces sujets-là, mais depuis très longtemps. Et à force de discuter avec lui, sachant que moi-même j'ai une sensibilité particulière, à un moment donné, je lui ai dit en 2019, mais il faut aller plus loin. Est-ce que tu es prêt, est-ce que nous sommes prêts à créer une structure et puis à dédier une partie de l'entreprise à ces sujets-là ? Et lui-même a accepté de faire le saut. Donc c'était le patron des finances, il a pris la tête de la BTE. Et puis moi-même, je lui ai dit, mais je te donnerai les moyens pour faire en sorte effectivement d'avoir une structuration qui nous permette d'aller plus loin parce que ce sont des sujets plus compliqués. Ce sont des sujets sur lesquels la banque en fait, a une expertise qui est moindre. Donc, il faut aussi que nous ayons une courbe d'acculturation pour essayer d'avoir la meilleure compréhension des sujets liés à la transition énergétique. Justement, sur le plan de vos équipes, comment vous vous êtes structuré ? Est-ce que ça vous a posé des équipes et des contraintes supplémentaires quelque part ? Non, des contraintes supplémentaires, non. Aujourd'hui, la BTE, c'est une petite dizaine de collaborateurs. On a aussi recruté à l'extérieur. Donc, on a trouvé un mix entre des recrutements internes et des recrutements externes. Après, simplement, il y a une courbe d'apprentissage. Parce que vous ne regardez pas un dossier hydraulique comme vous allez regarder un dossier lié au photovoltaïque. Donc il faut des cœurs d'expertise. Et une fois que vous avez ces expertises, après on voit qu'on arrive
progressivement à les irradier sur l'ensemble de l'entreprise. Et c'est une structure aussi qui agit sur deux leviers, donc à la fois les épargnants d'une part, les entreprises de l'autre. Il faut vraiment ces deux leviers pour réussir l'épargne verte. Ça ne va pas l'un sans l'autre aujourd'hui? Non, et ça fait partie de nos engagements forts. Parce qu'une des grandes originalités de la Banque de la Transition énergétique, c'est la traçabilité et la territorialité. Traçabilité, ça veut dire que quand vous placez 1 euro sur un livret vert, vous savez en temps réel sur quoi et en quoi est investi votre euro. Et la territorialité, parce que nous sommes une banque régionale, donc aujourd'hui, l'épargne est investie sur les 15 départements de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Vous parlez de l'investissement, justement, on le disait tout à l'heure, plus de 70 projets déjà financés. Oui. Quels sont ces projets? Dans quel secteur vous avez pu financer grâce à cette BTE? Alors déjà, comme je vous l'ai indiqué, on couvre 15 départements. Les 12 de la région, plus les 2 départements des Alpes du Sud et la moitié de la Corrèze. Des projets ont été réalisés sur les 15 départements. C'est une ambition, on l'a réalisée. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que aujourd'hui, on va terminer vraisemblablement à 180 millions d'euros de crédit sur la fin de l'année 2021. Mais il n'y a pas un gros projet qui tire ces 180 millions. Parce qu'on peut avoir un très gros projet, par exemple en ENR ou sur l'hydraulique, qui représenterait 84 millions d'euros. Ce n'est pas le cas. On a beaucoup de petits projets sur le photovoltaïque. Qui représentent 2 tiers des enveloppes de à peu près, puis c'est des projets entre 100 000, 150 000 euros. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des projets sur la méthanisation ou sur, bien évidemment, l'hydraulique. Donc en fait, on a aujourd'hui une vraie diversification concernant tous les projets qui nous sont aujourd'hui amenés par nos commerciaux et aussi proposés par des clients de notre entreprise. Sur ces 180 millions d'euros que vous évoquez qui vont être récoltés prochainement auprès des épargnants, ce sont principalement des particuliers. Aujourd'hui, vous diriez qu'il y a encore un pas à faire du côté de l'épargne des entreprises? Oui, certainement. Mais à nouveau, je trouve que le particulier, c'est le levier le plus naturel pour une banque. Après, bien évidemment, si des entreprises veulent aussi investir une partie de leur épargne sur des placements verts, on les accueillera avec bien évidemment grand plaisir. Mais ce qui est aussi important, c'est de recueillir l'épargne de nos clients d'un part, mais surtout d'avoir un taux de transformation en crédit qui soit supérieur à 75%. Moi, je pense que le taux de transformation sera supérieur à 100% en 2022. C'est notre objectif. Et même si demain, on est à 150% ou 200%, ça ne posera aucun problème à la banque. Oui, il faut collecter, mais si à un moment donné, la collecte n'est pas suffisante, on continuera bien évidemment à financer tous les projets verts qui nous seraient apportés. Et peut-être petite marge de manœuvre sur le montant global. Aujourd'hui, on est déjà à 180 millions, comme vous le dites. En projection. Par contre, le total global des crédits, si on était un petit peu utopiste, est plutôt de l'ordre de 5,3 milliards. Alors moi, c'était des chiffres 2019 de mémoire. On est bien plus. On est bien plus aujourd'hui. On va être à plus de 7 milliards. C'est ça, PGE inclus, de mémoire. Pas beaucoup de PGE en 2021. En tout cas, est-ce que sur cette valeur globale, on a beaucoup de capacité d'augmentation finalement en lien avec l'épargne verte? C'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure que j'espère qu'on collectera beaucoup sur les leviers d'épargne verte, même si on ne met pas d'objectif. On ne met pas d'objectif, parce que je trouve que mettre des objectifs, ça serait dénaturer le process qu'on a mis en place. En revanche, comme je l'ai indiqué, il n'y aura pas de limite. Donc si demain, on passe de 100 millions de projets financés à 200 ou 500 millions d'euros, la banque aura la capacité à accompagner tous ces projets. Pour autant, on ne peut pas tout transformer en épargne verte mécaniquement. Il y a d'autres types de projets à financer. Non, mais bien évidemment. Mais je pense que c'est quand même un levier, parce que nous avons des clients qui veulent donner de plus en plus de sens à leur épargne. Et je pense qu'objectivement, par rapport à la question liminaire que vous posiez, que ces produits et cette entreprise et cette marque est arrivée à un très bon moment en fait. Alors peut-être un mot aussi sur la reprise des entreprises. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, notamment en termes de PIB, mais en face, on a la 5e vague qui arrive. Vous, qui êtes aux avant-postes en quelque sorte, est-ce que vous êtes confiant sur le futur des entreprises et notamment leur situation économique pour affronter cette nouvelle vague? Vous savez, moi-même, je suis à la tête d'une entreprise quand même de 3400 collaborateurs. Je pense aujourd'hui, malgré tout, qu'on est mieux préparé. Il faut se souvenir de la situation dans laquelle nous étions le 17 mars 2020. Donc les entreprises sont aujourd'hui câblées pour faire face à cette 5e vague. Après, bien évidemment, cette vague ne dure pas un mois, si elle dure 3 mois, et si on a des mesures, notamment de confinement à niveau qui sont imposées, ça changerait l'environnement économique et ça peserait sur la croissance économique. Mais aujourd'hui, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'il y a plus de maturité, il y a plus de connaissances.
Je pense qu'il y a aussi une prise de recul qui est réelle. Et puis je regardais les chiffres juste avant de venir. Le taux de vaccination de la population française est à 88%. Donc tout cela, normalement, devrait nous permettre de mieux gérer cette 5e vague. Donc je suis encore raisonnablement optimiste sur la vision des entreprises et puis aussi sur la croissance ou le niveau de croissance que nous pourrions avoir en 2022. Merci Daniel Cariotis d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Lyon Business. Tout de suite, on passe aux chiffres de la semaine. Ce chiffre, c'est 7 millions de mètres carrés. C'est le parc immobilier tertiaire de la métropole. Et le moins que l'on puisse dire, Marie, c'est que malgré la crise, il se porte plutôt bien. Oui, Élodie, désormais, le mot d'ordre est à la reprise, et notamment la reprise en pente douce pour l'instant. Malgré l'instabilité de 2020, le tertiaire lyonnais, désormais, se redresse, redécolle et passe même devant Bordeaux, Marseille, Lille ou encore Toulouse. Alors tout ça en évitant la spéculation du marché résidentiel. Toutefois, on ne retrouvera pas les records de 2019 et notamment ces 443 000 mètres carrés placés du côté des entreprises. Alors selon les chiffres du CECIM, on se dirigerait tout de même vers 250 000 mètres carrés placés d'ici la fin de l'année dans l'immobilier tertiaire lyonnais. Alors pas de quoi bondir, mais cependant c'est un signe de reprise et notamment un signe de retour des grands utilisateurs d'espaces de bureaux qui font plus de 1000 mètres carrés. Donc un bon signe. Et après le gel de ces transactions en 2020, ils reviennent donc sur la scène lyonnaise et avec des tendances qui sont liées à un immobilier de bureaux plus spacieux, mais aussi au travail collaboratif. Reste donc à voir ce qui va se passer à ce sujet en 2022. Merci Marie, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Lyon Business. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.